Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre troisième webinaire. Aujourd'hui, Monsieur Arnaud nous dira dans son présentation les conséquences négatives d'un ombrage ou même de la saleté pour la performance d'un système solaire. Il vous informera également sur les techniques utilisées pour protéger les panneaux solaires contre des accidents majeurs. Le webinaire est modéré par Madame Estelle de l'Université d'Australie avec le support de mon collègue Hans Hartung. Si vous souhaitez élever la voix et poser des questions, veuillez utiliser le symbole de la main qui se trouve près de votre nom dans la section participant du panneau de contrôle GoToWebinar. Les modérateurs activeront votre micro dans les interruptions de la présentation. Vous pouvez également laisser votre contribution sous forme écrite dans la section questions du panneau de contrôle. Et dans la section forum de la salle de classe, toutes les questions seront affichées auxquelles il n'a pas été possible de répondre. N'hésitez pas à vous y rendre pour en discuter avec vos collègues. La séance sera enregistrée. Vous pouvez à tout moment regarder la vidéo qui se trouvera dans la section discussion webinaire de notre salle de classe. Alors, bienvenue encore une fois. Je passe maintenant le micro à ma collègue Estelle. Allez-y, Estelle. Alors, merci Dick de m'avoir passé la parole. Bonjour, chers participants, et bienvenue une fois de plus à ce webinaire numéro 3, dont le titre est Gestion efficace des ombrages, présenté par Arnaud Bacot. Il vous présentera ses expériences en la matière et la présentation sera centrée sur 3 points essentiels. Premier point, identifier un masque solaire et différencier les types de masques solaires. Deuxièmement, donner les conséquences d'une mauvaise gestion d'ombrage sur les panneaux solaires et enfin proposer quelques techniques de protection contre les effets d'ombrage. Et la présentation durera 90 minutes. Et nous voulons rappeler aux participants que pendant la présentation, il ne sera pas possible de répondre à toutes vos questions. Et de ce fait, une page sera ouverte sur le forum dans lequel vous pouvez mentionner vos questions. Merci. Je passe la parole à Arnaud pour sa présentation. Ok, merci beaucoup, merci bien. Bonjour encore une fois de plus à tous les participants. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion efficace des ombrages dans les systèmes de pompage photovoltaïque. Avant de commencer, il serait de bon ton que je puisse d'abord me présenter, que vous sachiez à peu près qui est devant vous. Bon, moi, je m'appelle M. Saint-Jean-Bacot Arnaud et je suis marié, père de 3 enfants. Et pour le moment, je peux préparer un PhD dans la gestion des projets d'énergie renouvelable. Et j'ai un master en énergie renouvelable. Et aussi, je suis expert Econet allemand et aussi certifié pour la formation sur SPIS par GIZ. Et aussi, je suis responsable du département des énergies renouvelables dans une structure de formation en énergie solaire de la place au Cameroun. Et par ailleurs, j'ai un background de technicien, en fait, formateur du génie électrique, tout ce qui regroupe l'électrotechnique, l'électronique, installation résidentielle et tout ce que vous pouvez mettre dans le génie électrique. Donc, voilà à peu près ce qui est de ma présentation. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Comme l'a si bien dit la modératrice, nous allons, pendant cet entretien, nous allons essayer de voir ce qu'on appelle mes masques. C'est quoi concrètement un masque solaire et essayer de voir les différents types de masques solaires. Et nous allons essayer de donner quelques conséquences sur la mauvaise gestion des masques. Et nous allons par la suite proposer quelques techniques de protection contre les effets d'ombrage. Je crois que, bien entendu, je vais marquer un temps d'arrêt à un certain moment donné pour permettre que des questions puissent se faire pendant la présentation. Donc, du coup,
Déjà, un ombrage, quand on parle d'ombrage, c'est tout ce qui peut faire obstacle au soleil sur une plaque solaire. Donc, que ce soit en fait, à quelque niveau que ce soit, tout ce qui peut être un obstacle lorsque le soleil va atteindre une plaque solaire, directement, c'est appelé ombrage. On pourrait aussi appeler masque. Et aussi, il est très important de pouvoir mieux quantifier cette partie-là parce que ça a été une partie trop négligée. Et aussi, ça a eu trop de conséquences qu'on verra dans la suite. Il est très important de quantifier quel est le niveau d'impact que ces ombrages peuvent avoir sur un module solaire. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on appelle masque tout obstacle qui cache la lumière du soleil pour atteindre le module. Donc, nous allons pouvoir voir sur cette figure deux types de masques. On a les masques assez proches et on a les masques lointains. Proches, c'est par exemple des arbres qui pourraient cacher, qui pourraient avoir de l'ombre assez proche sur un module solaire placé en un point déterminé. Si j'ai localisé un site pour pouvoir placer mes modules solaires pour mon système de pompage, on va donc distinguer deux types de masques. On va distinguer des masques qui sont assez proches, mais on va aussi distinguer des masques qui sont lointains. Parce que lorsque le soleil est en train de se coucher, même les montagnes très éloignées font aussi cet ombrage qui peuvent venir attaquer un module solaire. Donc, il est très important de distinguer que même éloigné, on peut avoir un masque lointain et assez proche, on peut avoir un masque proche. Et aussi, suivant le type d'ombrage qu'on peut avoir, on peut avoir des ombrages partiels. Sur la photo, vous pouvez voir un sapin qui est à peu près à côté d'un module solaire et à côté en fait, vous allez voir un peu la verdure. Il y a des herbes autour des modules solaires et on n'a pas caché totalement la surface du module solaire. Et cet ombrage donc est appelé ombrage partiel parce que ça ne recouvre pas totalement la surface du module solaire. Et aussi, on a des ombrages temporels ou accidentels, comme l'image l'indique. Cet ombrage peut être dû à des oiseaux qui se posent sur les modules solaires comme ça, comme vous pouvez le voir sur la figure. Et du coup, ces ombrages, en fait, celle-ci, c'est temporel. Le moment où l'oiseau vient se poser et il peut repartir. On peut avoir un avion qui passe, on peut avoir un hélicoptère qui passe, on peut avoir plein d'autres choses qui peuvent passer de façon temporelle et qui constituent un ombrage temporaire. Un ombrage peut être total. Comme vous le voyez sur la figure, l'ombrage total, en fait, recouvre toute la surface du module. Et véritablement, ce sont des ombrages vraiment néfastes parce que quand toute la surface du module est recouverte soit par la neige, soit par de la poussière, comme à peu près sur la figure, on comprend qu'il y aura effectivement baisse de rendement sur toute la surface. Donc, c'est ça qu'on appelle ombrage total, lorsque toute la surface est recouverte. Donc, on va aborder un peu les conséquences d'une mauvaise gestion de l'ombrage. Et comme la photo vous peut bien le présenter, vous voyez que les conséquences généralement sont très graves. Parfois si graves qu'on ne peut pas essayer de s'imaginer que c'est un ombrage qui a généralement été l'objet de toute cette brûlure. Donc, comme vous pouvez l'apercevoir à la gauche, il faut le dire, l'ombrage peut, c'est pas que c'est à tous les coups. Lorsque c'est bien géré, on n'a pas toujours le feu. Donc, mais lorsque c'est mal géré, lorsque les câbles n'ont pas été bien choisis, lorsqu'un certain nombre de critères n'ont pas été bien pris en compte, là, vraiment, ça peut être catastrophique et les pertes peuvent être incalculables. On va le voir par la suite. Mais déjà, il faut déjà savoir que lorsque c'est mal géré, on a les points chauds. Vous pouvez apercevoir sur la figure au milieu, qu'est-ce qu'on appelle les points chauds. C'est des moments, c'est des parties où le courant est venu s'encastrer là et a créé des brûlures. Ça peut être sur le câble, ça peut être sur la surface du module, comme on voit là. Et de l'autre côté, donc, lorsque le point est chaud et a débordé les limites, véritablement, ça passe maintenant à l'incendie. Et aussi, naturellement, on a
une mauvaise performance lorsque un module solaire reçoit de l'ombrage. Et maintenant, comment est-ce que cela peut se produire concrètement? Comment est-ce que ça se produit? De façon assez technique, lorsque nous avons des strings de modules solaires, nous avons par exemple cette figure qui représente deux strings. Bon, on peut s'imaginer qu'on peut avoir 5 à 10 strings. Ce qu'il va se passer en temps normal déjà, le courant normalement devrait circuler sur chaque branche pour se retrouver sur la branche principale ici. Comme vous le voyez sur la flèche qui l'indique, c'est vers déjà le contrôleur, vers le contrôleur de charge. En temps normal, le chemin de circulation du courant, c'est comme ça. Mais il va se passer qu'en cas d'ombrage, matérialisé par le point rouge, s'il y a un ombrage, étant donné que le courant cherche toujours le chemin le plus facile et que ce module solaire va maintenant se comporter comme un récepteur, l'impédance comme un récepteur, ce qui va se passer, c'est que le courant va chercher, va laisser tous ces obstacles-là, en fait, tout le parcours qu'il devait faire normalement pour se retourner maintenant vers le point où il y a eu ombrage. Et du coup, si les câbles n'ont pas été préparés pour pouvoir supporter ce retour de courant, naturellement, les câbles vont chauffer et il y a des possibilités qu'il y ait des incendies. Et la plupart du temps, à ce niveau, les câbles brûlent et c'est comme ça que vous aurez par moment des arrêts de fonctionnement. Moi, par expérience, vraiment, ça m'a donné du fil à retordre avant de comprendre effectivement, parce que j'avais une installation qui, à tout moment, je vais trouver que les câbles avaient carrément fumé et je ne comprenais pas concrètement pourquoi, même après avoir augmenté les sections, le câble parvenait toujours à fumer. Et c'est après plusieurs formations que je me suis rendu compte qu'effectivement, lors du dimensionnement, il faut essayer de pouvoir bien dimensionner cette partie. On verra ça plus loin. Comme je l'expliquais tantôt, vous voyez par exemple sur cette figure-là, les câbles, tels que les câbles sont enroulés, généralement, lorsque le retour doit se faire, en cas d'ombrage, lorsque le retour doit se faire, le chemin où le courant va passer, c'est ici. Et vous voyez que lorsque le chemin n'a pas été très bien préparé, c'est carrément, c'est le feu, ça doit brûler. Donc, vous voyez, la zone de déclenchement, bon, c'est matérialisé assez plus concret ici. Bon, mais très souvent, vous observerez des brûlures sur ces boîtes de jonction. Au point de connexion, au point de fusible, vous allez observer que ça a brûlé. Et généralement, ça a brûlé généralement lorsque, on les appelle les courants de retour, lorsque un courant de retour a tenté de retraverser par là. Je crois qu'avant peut-être de commencer les techniques de protection, peut-être on peut prendre quelques questions, je ne sais pas trop. On peut prendre quelques questions ou bien je continue? Pour l'instant, il n'y a pas de questions, vous pouvez continuer. Ok, d'accord, merci. D'accord. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive donc à se protéger contre les effets néfastes des ombrages? Pour le moment, techniquement, on a prévu des solutions. Il y a ce qu'on appelle les diodes anti-retour, que naturellement, beaucoup d'experts confondent avec les diodes antiparallèles. Les diodes anti-retour et les diodes antiparallèles ont deux fonctions très, très, très différentes. Là où vous voyez, par exemple, le fusible, ici, là où la flèche verte pointe vers le fusible, en réalité, à ces points, il y a des diodes qu'on appelle des diodes anti-retour. Ce devrait être des diodes qui sont là-bas. Bon, mais c'est parce que ça, de plus en plus, ça coûtait assez cher et que de plus en plus, techniquement, on a pensé remplacer ces diodes-là par des fusibles qui sont faciles à remplacer. Il est plus facile de remplacer un fusible que d'aller acheter toute une diode qui, en fait, pour des raisons économiques, sont généralement difficiles à servir. Donc, ça, c'est une diode c'est la position d'une diode anti-retour. Vous voyez bien que si on a 3 strings et que qu'il y a ombrage,
par exemple au string de milieu, les deux autres strings tenteraient donc de vouloir venir, rentrer vers le string du milieu. Bon, maintenant, comme il y a un fusible là, le fusible va sauter et du coup, on pourra juste venir remplacer ce fusible. Je disais bien qu'il faut faire la différence entre les diodes anti-retour parce que beaucoup de techniciens ne mettent pas cette diode parce que on dit qu'il y a une diode à l'intérieur à l'intérieur des modules solaires et qui permet de faire le même travail. Non, c'est pas, comme vous pouvez le voir sur la figure, ça ne fait pas le même travail en fait. C'est que le point de brûlure, généralement, c'est ici. Et nous allons voir bien après le rôle de la diode bypass. En fait, communément, on l'appelle la diode bypass. Donc, cette diode qui est placée en vert là, son rôle est différent. Effectivement, c'est pour aussi l'ombrage. Mais à ce moment, ça va permettre juste de pouvoir court-circuiter le module lorsqu'il y a ombrage. Bon, et j'ai mis techniquement là la petite formule pour ceux qui voudraient s'hasarder là-dessus pour pouvoir dimensionner le fusible. La petite formule qui permet de pouvoir dimensionner cette diode, savoir quelle est la valeur de courant que le fusible là doit prendre. Bon, maintenant, la diode bypass, comme je le disais tout à l'heure, pour faire bien la différence entre les deux, une diode bypass, et effectivement, c'est cette diode qui est placée à l'intérieur de la boîte de jonction d'un module. Et quand vous achetez un module solaire, cette diode vient directement à l'intérieur. Et je répète, c'est différent d'une diode anti-retour. Et maintenant, quel est le rôle de cette diode-là? Sur la figure, par exemple, que vous voyez là, c'est qui est entouré. En cas d'ombrage, la diode bypass va permettre que le courant bypasse cette... en fait, ici, ce sont les cellules. Ici, c'est à l'intérieur d'un module, par exemple, un module qui aurait 4 diodes bypass. Et à ce moment, maintenant, si une cellule est ombragée, la diode bypass donc, va faire son devoir de pouvoir bypasser cette diode pour permettre que le courant continue à circuler dans ce string. Et comme vous pouvez aussi le voir dans la figure de gauche, vous voyez par exemple que en cas d'ombrage ici, toute cette branche est mise hors service pour privilégier maintenant le courant qui passe sur les autres. Donc, naturellement, vous voyez qu'il y a une baisse de performance quand même parce que cette branche ne produit plus. Et ce sont les autres branches qui produisent. Donc, en termes de performance, le module solaire a effectivement aura perdu ses performances. Donc, sur cette figure, vous allez voir effectivement que quand vous ouvrez le dos d'un module solaire, vous allez voir qu'il y a cette diode bypass à l'intérieur. Il faut aussi mentionner que même quand ces diodes sont présentes, en cas de panne de cette diode-là, on pourrait aussi avoir, en cas d'ombrage, des effets néfastes dangereux. Donc, sur la première figure, par exemple, lorsque le module solaire du milieu, lorsque la cellule, du milieu est ombragée, effectivement, lorsque la diode bypass, elle est en bon état, il n'y a pas de problème, on va simplement court-circuiter et ça passe. Mais s'il arrive que cette diode tombe en panne, et c'est ce que généralement les techniciens ne font pas, ils ne testent pas cette diode-là, parce que lorsque on met les modules solaires dans les conteneurs, les effets de chaleur, des secousses et tout ça là peuvent endommager les diodes qui sont à l'intérieur. Avant de placer un module solaire, il faut d'abord retester ces diodes-là pour se rassurer que ces diodes-là sont encore en bon état. Donc, par exemple, ici, dans la figure du milieu, vous vous rendez compte que la diode est entrée en court-circuit. Et quand elle entre en court-circuit, elle court-circuite chaque fois, à tout moment, cette cellule. Et ça fait qu'il y a aussi baisse de performance parce que la diode est en panne. Bon, maintenant, une autre panne de la diode, c'est que la diode est entièrement coupée et ouverte. Et en cas d'ombrage, puisqu'il n'y a pas de diode, le courant va tenter de forcer le chemin, et forçant dans le chemin, ça va créer des échauffements dans le module et qui pourraient dégénérer par le feu. Il faut le dire, les systèmes solaires, véritablement, sont une grande cause d'incendie. Et
Et on peut bien comprendre la raison pour laquelle les systèmes raccordés et réseaux dans des pays assez industrialisés, on recommande toujours d'avoir un coupe-feu dans la boîte de jonction pour permettre les interventions en cas de brûlure. Ce sont des systèmes qui sont vraiment susceptibles de prendre feu. C'est un détail qu'il ne faut vraiment pas prendre à la légère. Autre pratique pour se protéger contre les effets d'ombrage, on a l'utilisation aussi des connecteurs, les connecteurs MC4. L'utilisation de ces connecteurs-là devient vraiment obligatoire. Comme vous pouvez le constater sur la figure de gauche, la plupart du temps, on se sert des dominos, qui sont des connecteurs qu'on utilise de façon vulgaire en électricité. Bon, et ces connecteurs-là ne sont pas appropriés pour pouvoir relier le courant, en fait, pour pouvoir connecter les fils sur les modules. C'est pas du tout approprié. Donc, ce qu'il faut donc faire, c'est de raccorder à partir des MC4, et on en trouve partout, et il faut bien pouvoir les mettre partout. Donc, on en a de plusieurs types, je ne vais pas m'attarder là-dessus, on en a de plusieurs types, et même encore, il faut bien le dire, il faut savoir aussi bien les utiliser. Si on les utilise mal, si ces amplifieurs ne sont pas bien utilisés, alors elles-mêmes deviennent des causes de brûlure. Bon, si on avait si on avait assez de temps, je vous montrerai des vidéos qui montrent à peu près comment le feu déclenche directement à partir de ces connecteurs lorsqu'ils sont mal enfichés. Il faut très bien savoir enficher ces connecteurs. Ok, bon. Une autre technique. Oui. Excusez-moi de vous interrompre. Nous allons passer à la rubrique de questions. Nous avons respectivement 3 questions. La première vient de Douro et il veut que vous lui réexpliquiez le retour du courant dû à l'ombrage. Le retour du courant dû à l'ombrage. Oui, je crois que c'était à partir d'ici. Je le redis, lorsque vous avez 3 strings, par exemple, comme celui-ci. Vous avez fait plusieurs strings. Et dans ces strings-là, en temps normal, peut-être il faut que j'aille plus haut. Oui, je crois que c'est ici que je expliquais ça. En temps normal, voilà le chemin de parcours, puisque tout le système qui est ici attend le courant qui a été produit des modules solaires. Donc, en temps normal, dans le chemin du courant, c'est par ici qu'il devrait passer. Mais maintenant, lorsque un module solaire de ce côté-ci reçoit un ombrage, il se comporte plutôt comme un récepteur, puisque si vous souvenez-vous bien, un module solaire, lui, il a la capacité d'être générateur et récepteur. Il devient récepteur lorsqu'il ne produit pas. C'est pour ça que vous avez les diodes anti-retour dans les régulateurs solaires. Bon, je vais me passer là tout ça. Mais déjà, de façon très simple, lorsque il y a ombrage, là où vous avez vu le nuage rouge là, il y a retour du courant. Toutes les autres strings tentent donc de trouver un chemin plus facile pour rentrer maintenant vers le module ombragé. Et comme les câbles n'ont pas, lorsqu'on faisait le calcul de dimensionnement de l'installation, on n'avait pas prévu ça, on n'avait pas dimensionné les câbles généralement en tenant compte des courants retour, et c'est à ce moment qu'il y a brûlure. Donc, ce phénomène d'ombrage qui vient sur un module, et que tous les autres strings tentent de venir plutôt de ce côté-là, c'est ça en fait qui crée, c'est ce qu'on appelle en fait les courants de retour. Oui, le nom technique, c'est les courants de retour. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci, j'espère que Douro est satisfait de la réponse. Nous allons passer à la question suivante qui est de Boubaka. Il veut savoir, en fait, il demande comment choisir le bon matériel pour éviter cet accident. Comment choisir le bon matériel? Déjà, il faut bien faire le dimensionnement. Il faut, quand le dimensionnement a été fait correctement, parce que à partir des équipements, à partir des différentes branches que vous avez là, il faut, lors des calculs des sections de fil, tenir compte des anti-retours, parce qu'il faut laisser libre cours aux anti-retours. C'est bon, ça devient vraiment assez technique, mais comment choisir? Je ne sais pas trop. Bon, comment choisir? Il faut vraiment essayer de bien faire le dimensionnement en tenant compte des anti-retours lors du choix des câbles.
Bon, maintenant, il faut aussi ne pas prendre le matériel, parce que sur le marché, nous avons ce qu'on appelle communément premier choix, deuxième choix, troisième choix. Le troisième choix, vraiment, c'est du matériel très, très moins cher, qu'on voit partout là. Moi, personnellement, je me refuse totalement dans toutes les installations de toucher à ce matériel, parce que c'est un matériel à haut risque. C'est des matériels parfois où vous trouvez carrément des cellules, en fait, des pistes qui ne sont pas très bien connectées à l'intérieur. Donc, il faut aussi pouvoir prendre le matériel de premier choix, du matériel qui passe par une certaine norme, par un certain standard pour pouvoir les placer sur un toit. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu, mais bon, comment faire le choix? Techniquement, il faut avoir été très bien formé sur la gestion des sentiers retours. C'est ce que moi, je pourrais dire. Merci, Arnaud. Ensuite, nous avons celle de Souleymane. Il demande l'isolement entre les panneaux et les obstacles à respecter. Je ne sais pas si la question... L'isolement? Oui, l'isolement entre les panneaux et les obstacles à respecter. Ah oui, l'isolement, ça c'est l'objet du prochain chapitre. Il y a une technique qui permet de savoir comment on peut isoler l'ombrage. Ça fait partie du diagramme, je crois, ça fait partie de la prochaine partie à toucher. On va essayer de voir à peu près comment on arrive à quantifier et comment on arrive à isoler les masques, de sorte que ça ne puisse pas impacter le module solaire, l'installation qu'on a fait. Je ne sais pas si je suis dans le sens de la question, mais bon, je ne sais pas trop. Je suis dans le sens de la question. Oui, vous pouvez donc de ce fait continuer la présentation. Ok, merci. Déjà, une des techniques très importantes et que beaucoup d'installateurs n'utilisent pas, c'est le diagramme solaire. Vraiment, avec le diagramme solaire, il vous est facile de pouvoir prévoir les temps d'ombrage et des moments où vous aurez de l'ombrage sur votre site. Généralement, la conséquence, ce n'est pas le premier jour qu'on a installé, parce que le premier jour qu'on a installé, tout est dégagé. Bon, maintenant, qu'est-ce qui est, c'est généralement après 1 an de production, quand le papayer qui était tout petit à côté de la maison a eu le temps de grandir. C'est à ce moment maintenant qu'il constitue un ombrage et qu'on n'avait pas tenu compte de lui. C'est à ce moment maintenant qu'il devient problématique et gênant. Donc, le diagramme solaire est un outil très, très efficace qui peut permettre de prévoir les ombrages et de pouvoir prendre une décision au moment où on installe. Donc, globalement, comment fonctionne un diagramme? Bon, c'est les lignes que vous voyez là, les lignes rouges que vous voyez là, c'est juste, c'est les parcours du soleil. Le soleil quitte de l'est en allant vers l'ouest et en faisant son point culminant sur le sud. Donc, c'est un diagramme sur lequel on a représenté plusieurs mois, premier mois, et on a généralement représenté les 12 le parcours du soleil pour les 12 mois de l'année. Et à partir de là, on peut essayer de voir à peu près comment est-ce qu'un obstacle peut pouvoir être gênant. Donc, de façon très simple, je vais prendre un exemple juste pour qu'on comprenne à peu près comment le diagramme fonctionne. Si je prends la courbe ci, la courbe qui est représentée ici au milieu, ça c'est en fait le parcours du soleil en mars, septembre. Oui, le soleil le soleil va se lever exactement à 6 heures en mars et va faire ce chemin-ci. Et à 13 heures, il sera exactement ici. Et ici, c'est quoi? C'est qu'il sera à une hauteur de 40, et un azimut de 30. Bon, en fait, on entendra azimut, je vais essayer d'expliquer ça un peu plus en détail après. Mais c'est juste pour qu'on comprenne à peu près globalement comment un diagramme solaire fonctionne. Lorsque vous avez un diagramme comme ça, le parcours se fait tout le long de la journée et on peut même directement voir à quel moment de la journée, à un mois précis, le soleil va se coucher. Donc, à partir d'un diagramme comme ça, bon, vous avez aussi un autre diagramme qui se présente plutôt sous forme circulaire comme ça. Bon, ce diagramme est plus, en fait, techniquement, on l'utilise aussi beaucoup parce qu'il a directement la forme de la boussole et techniquement, c'est plus facile à manager, mais ça a le même principe. Vous verrez par exemple que les traits que vous voyez là, c'est les différents mois de parcours du soleil, et le soleil quittera toujours de l'est vers l'ouest. Donc, pour ce diagramme, c'est le diagramme qui correspond à la zone du Cameroun. On a
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois représentés et il y a des mois qui ont le même parcours. Du coup, à partir même du diagramme, c'est aussi important de pouvoir aussi, en fait, prendre en compte que la plupart des diagrammes, généralement, sont tirés par des satellites qui ont leur point nord à 0 degré. Or, nous, dans les systèmes solaires, notre 0 degré, c'est le sud. Donc, vous verrez ça c'est la particularité à peu près de certains diagrammes. Le 0 va commencer plutôt au nord. Bon, mais pourtant, nous, notre 0 degré ira au sud. Vous comprendrez pourquoi j'ai fait cette précision plus loin. Un autre outil qu'on utilise en fait, avec le diagramme, parce qu'il faut faire ce qu'on appelle les relevés de masque pour pouvoir poser sur ce diagramme. L'outil qu'on utilise, c'est le clinomètre. Il a la forme d'un rapporteur, comme ceci. Et on va voir plus loin comment on essaie de viser. Bon, pour quelques outils que vous pouvez utiliser, il y a le rapporteur, le niveau d'eau, fil à plomb, comme vous voyez là. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. C'est vraiment assez technique. Un autre outil que vous utilisez pour pouvoir faire ce relevé, c'est une boussole professionnelle sur laquelle vous avez le point de visée et tous ces contours. Vous voyez pourquoi plus loin je disais qu'il y avait que le diagramme circulaire permettait d'utiliser plus facilement la boussole parce que vous voyez, on va poser la boussole au-dessus et le travail va se faire plus facilement. La première étape, donc, quand vous avez rassemblé tout ce matériel, ce qu'on va faire, c'est d'utiliser un tuyau comme celui-ci et d'essayer de viser la hauteur de tous les ombrages sur un site. Là où vous voyez le monsieur placé, on sous-entend qu'un site où on voudrait implanter un champ solaire sera situé là. Bon, et du coup, on commence à viser tous les points, tous les arbres et tous les obstacles qui sont situés autour de ce site-là. Et on va viser chaque point pour pouvoir poser sur le diagramme. Qu'est-ce qu'on vise? On va viser deux choses. Vous allez viser pour tous les obstacles. Voici par exemple le site où on veut installer le module solaire. Et maintenant, voici sur tout l'horizontal, ce qu'on appelle l'azimut. L'azimut, en fait, c'est l'horizontal. Et notre point 0 est pris à partir du sud. Donc, je suis ici, je regarde le sud, voici mon sud. Et à partir du sud, donc, je peux viser tout ce qui est à gauche, à l'est et à l'ouest de mon site. Et je prends le angle, je pose sur le diagramme. Vous voyez, par exemple, ici, on vient viser ce bâtiment, on a visé ce bâtiment, on a visé cet obstacle. Donc, quand on les vise, on prend tous les angles, on prend tous les angles dans le sens horizontal. Bon, voilà le sud. Bon, maintenant, on prend pour les mêmes obstacles, on va prendre toute leur hauteur à partir du site du placement. On va prendre les différentes hauteurs de ces bâtiments-là. Et quand j'ai pris l'azimut coordonnée horizontale et j'ai pris la hauteur coordonnée verticale, du coup, je viens maintenant les placer sur le diagramme. Bon, et voilà à peu près comment je le place sur le diagramme. Bon, vous voyez de façon globalement, 1, 2, 3 obstacles, comment on va pouvoir les représenter avec les deux coordonnées verticales hauteur et coordonnées horizontales azimut. Lorsque j'ai fini de viser, vous voyez par exemple en azimut, j'ai les différentes coordonnées de mes obstacles ici. Je prends les différents degrés que ça m'a donné de façon horizontale. Pour chaque point maintenant, je prends les différentes hauteurs, comme vous pouvez le voir en bas, les différentes hauteurs pour chaque point. Et c'est ce que je vais pouvoir poser, mais positionner maintenant sur ce diagramme. Je vais positionner dans azimut et je vais positionner hauteur de chaque diagramme. Et du coup, là, je me rends, vous voyez par exemple, voici, après avoir positionné azimut hauteur, par exemple, pour ce bâtiment, vous voyez comment on peut le dessiner pour chaque point. Voici le bâtiment ici. Et voici par exemple un arbre. Donc, je peux déjà prévoir que vraiment, voilà des obstacles pour mon site. Je peux, parce que par prévision, le soleil à 13 heures en janvier fera obstacle sur votre site. Et c'est ça qui est très bien avec le diagramme solaire. Donc, vous voyez directement sur votre diagramme comment l'ombrage se dessine tout seul. Et vous savez déjà à quel mois et à quelle heure vous aurez un problème à cet endroit-là. Et du coup, c'est très bien pour prévoir. Donc, voici un deuxième diagramme où vous voyez comment on a positionné les différents obstacles.
on les a positionnés et du coup, vous pouvez comprendre que, bon, à moi de décider si ce sont des maisons et que des maisons, on ne peut pas couper des maisons comme des arbres. Bon, et si je n'ai pas possibilité de déplacer mon obstacle, alors si je dois prendre une décision, je peux maintenant me dire, OK, ici c'est le matin, 7 heures, voilà 8 heures. Bon, même si j'ai de l'ombre à 8 heures, je ne suis pas encore dans mon sommet de production. Je peux commencer je peux laisser. C'est vrai que c'est un compromis, mais c'est pas toujours bon de laisser les ombrages comme ça sur votre diagramme. La plupart du temps, il faut changer de position. Et j'aime bien le dire, on n'est pas obligé d'installer le module solaire sur un site. Si un site est dangereux, c'est en fait ce que je veux dire. Je veux simplement dire que c'est pas tous les sites qui sont appropriés pour pouvoir installer un système solaire. C'est pas tous les sites. Il faut faire ce travail pour pouvoir évaluer qu'est-ce que je perds par rapport à qu'est-ce que je pourrais gagner en termes d'ombrage, quelles sont les performances de mon module solaire avant de pouvoir engager. Dans la prise de décision, après avoir décidé, donc vous pouvez faire comme le monsieur fait, et vous pouvez commencer à élaguer pour commencer à prévoir que bon, voilà, il y a telle branche qui fera ombrage d'après à tel mois, on commence à l'élaguer, vous élaguez, ça c'est une des solutions. Une autre solution, c'est carrément changer de site. Et une autre solution, donc, c'est faire des prévisions sur la croissance des arbres. Comme je l'ai dit, un papayer aujourd'hui qui n'est pas nuisible, qui est tout petit, tout doux, peut être très néfaste et dangereux après 3 ans parce qu'il aura grandi et il sera devenu un obstacle. Et voilà, il pourra faire des obstacles. OK, ceci dit donc, j'ai terminé et en guise de conclusion, véritablement, il faut pouvoir s'armer de tous les outils et de toute la connaissance nécessaire en termes de diode bypass, en termes de diode anti-retour et en termes de dimensionnement des câbles pour les anti-retours pour pouvoir prévoir les dégâts pour les ombrages. Ceci dit, donc, j'en ai terminé et merci pour votre attention. Merci à toi, Arnaud, pour cette présentation assez enrichissante. Nous avons 4 questions. La première est de Youssouf. Il voudrait savoir, est-ce que ce phénomène peut se produire aussi pendant la nuit lorsque l'installation comporte des batteries et qu'il n'y a pas assez de régulation dans le système, c'est-à-dire branchement direct des panneaux et des batteries? Je reprends la question. Ah non? Oui, alors je n'avais plus de retour. Bon, c'est bon, maintenant j'ai le retour. Oui, je reprends la question. La question, je n'ai pas très bien suivi la question. Oui. Oui. Est-ce que ce phénomène peut se produire pendant la nuit lorsque l'installation comporte des batteries et qu'il n'y ait pas de régulateur dans le système, c'est-à-dire branchement direct des panneaux et des batteries? Oui, branchement direct des panneaux de batterie, c'est une pratique fortement interdite. C'est fortement interdit. Et effectivement, on voit cette pratique-là un peu partout. Mais ce que vous ignorez, c'est que la nuit, lorsque le module solaire est dans le noir, il se comporte comme un récepteur. Donc, il est susceptible de pouvoir utiliser. En fait, c'est un composant électronique. Un module solaire, c'est un composant électronique. Donc, la nuit, donc, il y aura retour du courant à partir de la batterie. Si vous n'avez pas effectivement de régulateur, comme il a dit, vous aurez du retour du courant vers les modules et du coup, vous aurez ces dégâts. Certes, généralement, les dégâts sont moindres parce que souvent, l'installation est petite. Mais si vous tentez ça avec un parc de batterie assez grand, je vous assure, le lendemain, vous montez sur votre toit, vous allez voir ce qui va se passer là-bas. Vos câbles auront totalement brûlé. Et même le module solaire, la boîte de jonction aura eu un coup. Donc, il est important de mettre le régulateur parce que le régulateur solaire a cette fonction anti-retour à l'intérieur pour empêcher que les batteries retournent vers les modules dans la nuit. C'est intégré dans beaucoup de régulateurs solaires. Donc, il est important de pouvoir les placer. Et si vous n'avez pas de régulateur, pour un petit système, placez une diode. Mais c'est recommandé. Les régulateurs, ils sont là pour ça. D'accord, merci. Et j'espère que Youssouf est également satisfait de la réponse. Ensuite, nous avons une réponse d'Emmanuel Franc-Ecobo.
Il demande, existe-t-il des normes ou une certification des équipements particuliers adaptés au pompage solaire, comme on le retrouve dans les kits d'éclairage solaire, notamment la certification Lighting Global? Oui, il y en a, il y a des certifications, il y a des certifications, il y a des normes pour les modules solaires. Vraiment, il y a des normes. Il y a des normes particulièrement pour le pompage solaire. De façon générale, lorsqu'on veut faire un dimensionnement, on se sert de la boîte, on se sert en fait des caractéristiques du module et on se sert maintenant des caractéristiques de la boîte de commande et de la pompe. Généralement, dit c'est pas toujours, on n'a pas toujours, lorsqu'on produit un module solaire, un module solaire et dit, OK, ça c'est un module solaire qui est bon pour le système de pompage. De façon générale, les modules solaires respectent, sont sous les mêmes standards de production. Il y a ces normes-là, effectivement, ces normes-là existent. Ce que je ne les ai pas ici, je pourrais vous les envoyer plus tard. Toutes ces normes-là existent, effectivement. Il y a des normes de production de modules solaires et qu'il faudra pouvoir respecter avant de, en fait, que même encore en achetant, vous essayez de tourner le dos du module solaire pour voir si ces normes-là sont, si vous avez les griffes de ces normes-là. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu. Bon, merci. Ensuite, nous avons la question de Hanen. Il demande l'auteur est en degré. Bon, c'est une question. L'auteur est en degré ou alors avec quel outil on l'a mesuré? Oui, la hauteur, c'est en degrés. C'est en degrés qu'on mesure la hauteur et vous pouvez vous servir d'un simple rapporteur si vous n'avez pas ces outils complexes. Le clinomètre, vous savez, le clinomètre que voilà par exemple là, un exemple de mesure de la hauteur sur cette figure que je présente là. Vous voyez par exemple avec un rapporteur de mathématiques, ce que vous trouvez dans les boîtes académiques là, vous pouvez vous servir de ça pour mesurer votre hauteur. C'est assez simple. Si vous n'avez pas, mais vous pouvez vous en fabriquer même aussi. Avec mes apprenants, on en fabrique simplement et on les utilise pour les TP. D'accord, merci. La question suivante est de l'ANAM, autant pour moi. Les connecteurs MC4 joueraient-on le rôle de diode anti-récro? Je ne sais pas si... Oui, j'ai compris la question. En fait, il y a pour le moment déjà, dans le marché des connecteurs, on retrouve déjà des connecteurs qui ont ces diodes à l'intérieur. Comme par exemple, ce que je présente cette figure ici, voici un exemple de connecteur où vous avez déjà une diode incorporée à l'intérieur. Donc, de plus en plus, conscients de ces dégâts-là, de plus en plus, les constructeurs intègrent ces diodes-là directement dans les connecteurs, de sorte que quand vous les achetez, vous achetez directement avec ces diodes-là. Mais il faut bien lever l'équivoque, c'est qu'on a aussi eu des petits pièges à partir de cette position. À partir de cette position de diode pour les anti-retours, parce que les anti-retours sont bien gérés quand ils sont dans les coffrets. Bon, maintenant, quand on place ces diodes anti-retour directement plus proches des modules solaires, le phénomène d'anti-retour sera inévitable. Mais seulement l'anti-retour pourra jouer son rôle de bloquer que le courant ne parvienne au module. Mais la circulation de courant en temps réel se fera toujours. Donc, la meilleure façon par expérience, la meilleure façon que j'ai expérimenté, c'est de le mettre, de le laisser toujours un peu plus proche comme ça là, et de gérer nos anti-retours directement dans le coffret, d'alimentation. Ok, merci. J'espère que la manne est satisfaite. Nous passons à la question de Estelle Kemayo, qui veut savoir quelle solution proposer pour les ombrages totaux, par exemple neige ou poussière. Ah, là, c'est clair. C'est clair. Quand il y a de la neige sur un module solaire, bon, il n'y a pas de solution. Il faut dégager la neige. Bon, maintenant, dégager la neige comment? Si vous cassez carrément la neige, vous pourrez détruire les modules solaires. Bon, mais en cas d'ombrage, je sais quand même qu'il y a des firmes chinoises qui produisent déjà des nettoyeurs de modules solaires qui utilisent un système assez coulissant sur des modules solaires comme ça. Mais je me dis que ce serait plus adapté pour des zones poussiéreuses en Afrique. Mais toujours est-il, c'est de l'énergie, à mon sens personnel, c'est de l'énergie qui est encore réutilisée, dépensée pour le nettoyage. Mais bon, il faudra faire le ratio.
Mais en réalité, il faut dégager totalement la surface du module pour que les rayonnements puissent arriver en plein sur le module solaire. C'est important de le dégager. Je crois qu'il n'y a pas d'autre technique que ça. Ok, merci. Bon, il y a la question de Gisca également. Il veut savoir, il veut comprendre le diagramme solaire et le rapport des coordonnées sur le diagramme afin de prévoir les ombrages au cours de l'année. En fait, il n'a pas bien compris. Il n'a pas bien compris comment on peut prévoir. Par exemple, je prends ce graphe-ci. Avec ce graphe-ci, par exemple, il y a l'étape de relevé de masque. Bon, cette étape-là, on le comprend mieux quand on le fait sur le terrain. C'est pas évident de l'expliquer directement ici là. Mais lorsque vous l'avez déjà fait ces relevés sur le terrain, vous avez obtenu ces coordonnées et que vous l'avez placé sur le diagramme comme ceci. À partir d'ici, vous pouvez maintenant faire vos analyses. Par exemple, ce graphique-ci, je me rends compte que j'ai des mois défavorables. Par exemple, quand je vois ici, il y a décembre, novembre, octobre. Et le bâtiment est situé plein sud. Et généralement, le plein sud, c'est le moment, à midi, c'est généralement le moment où la production est assez élevée. Et vous voyez que je reçois de l'ombrage en décembre, au moment, en plein midi. Vous voyez que vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, ce diagramme me permet déjà de prévoir que le 21, à partir du 21 décembre, ou bien en décembre, à partir de midi, je vais recevoir régulièrement de l'ombrage sur mon site. Mais pourtant, en juin, à midi, je n'aurai pas de l'ombrage. Donc, c'est ça qui est très bien avec le diagramme solaire. Parce qu'à partir de là, maintenant, vous pouvez décider, vous pouvez juger, vous pouvez déjà voir. Bon, il est conseillé, lorsqu'on fait, d'éliminer tous les obstacles qui se trouvent dans le plein sud. Quand vous finissez de faire votre diagramme, il faut éliminer tout obstacle qui se trouve dans le plein sud parce que c'est au plein sud et à midi, voire 10h, 14h, que le module solaire est en train d'avoir le plein de son énergie et le courant est élevé et est susceptible de faire des dégâts. Donc, je crois qu'il n'y a pas meilleur que le diagramme pour faire des prévisions et essayer d'élaguer. Vous voyez que la précision que le diagramme me donne, par exemple, l'arbre-ci, je peux déjà prévoir qu'avec l'arbre-ci, si j'arrive à élaguer les branches qui sont situées ici, du coup, ces branches, du coup, les branches qui sont situées du côté-ci ne me gênent pas. Donc, je peux élaguer simplement la partie-ci et le reste là, ça ne me gêne pas et je continue. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. D'accord, j'espère moi aussi que la question est assez claire pour jusqu'à maintenant. Nous passons maintenant à la question de Iem Tala. Quelle est la position idéale que doivent prendre les plaques solaires au regard du déplacement solaire? La position idéale, c'est de regarder plein sud quand on est vers l'hémisphère nord et de regarder plein nord lorsqu'on est situé à l'hémisphère sud. C'est une règle générale. Mais par expérience, mon expérience sur le terrain m'a un peu prouvé quelque chose de bizarre au Cameroun. Je vais vous présenter à peu près mon expérience personnelle au Cameroun. Je vais réaliser au Cameroun que quand vous observez le diagramme des pays qui sont situés sur la zone équatoriale, c'est un diagramme plat comme ça. J'ai vérifié pour 2 ou 3 pays. Vous avez un diagramme plat comme ça là. Vous voyez que vous avez 1, 2, 3 mois situés du côté du nord et 1, 2, 3, 4 mois où vous avez le soleil qui se lève vers le sud. Et vraiment, moi, j'ai été surpris lorsque je faisais mes installations à un moment donné, puisque la théorie disait, OK, il faut aller vers le sud, sud, sud. J'ai été surpris de me retrouver en plein mois de juillet, avec mes plaques orientées vers le sud et que je vois le soleil derrière moi sur mon dos au nord. Et c'est après plusieurs recherches que je me suis rendu compte que non, vraiment, le diagramme, il est clair. Le diagramme dit que, en fait, vous aurez 3 mois vers le nord et vous aurez 3 mois, en fait, 3 mois ou 4, en fait, vous avez un certain nombre de mois vers le nord et vous aurez un certain nombre de mois vers le sud. Et du coup, la problématique se pose. Comment faudrait-il orienter vers les zones équatoriales? Bon, il faut les orienter simplement assez plat et à 6 degrés d'inclinaison. Je crois que ça devrait aller si vous l'orientez sud, mais 6 degrés d'inclinaison de sorte qu'il soit un peu plat. Bon, il y a d'autres à partir de cette théorie-ci
qui préfèrent orienter une partie des modules solaires vers le sud et une partie des modules solaires vers le nord. Là, il peut équilibrer ces différents mois et c'est l'onduleur qui va gérer la production. Bon, ça, c'est aussi une autre pratique que j'ai vue à partir des conséquences que nous avons vues sur le diagramme. Donc, dire dans les zones équatoriales qu'il faut orienter totalement vers le nord ou bien vers le sud, à mon sens, ne serait pas une très bonne règle. Mais dans d'autres pays qui sont totalement situés vers le nord, la règle va vraiment être appliquée. Ils peuvent orienter plein sud et ceux qui sont vers le sud, hémisphère sud, peuvent orienter vers le nord. Bon, je crois que je ne sais pas si j'ai répondu. Nous passons ensuite à la question de Hela. Quels sont les entretiens à faire régulièrement pour éviter cet effet? Les entretiens à faire régulièrement, c'est simplement de nettoyer et dégager les petits espaces comme ceux-ci. Vous voyez par exemple, vous avez un dessin où vous voyez le sapin qui sont tout autour. Donc, ils sont là vraiment très, très inoffensifs, mais à la longue pourra créer des problèmes. Vous pouvez juste de temps en temps vérifier. Et même encore un poteau, vous voyez que le petit poteau simple là, qui est là de façon anodine, peut aussi renvoyer son ombre vers le module solaire et du coup là, ces problèmes recommencent. Donc, il faut pouvoir dégager totalement les alentours et la meilleure façon, c'est d'utiliser un diagramme solaire parce que, vous voyez par exemple, il ne suffit pas toujours de dégager par exemple ce poteau-ci. Si je suis dans un pays où je suis un pays du nord et qu'il faudra orienter vers le sud et que lui, il est placé au nord, le soleil ne viendra jamais par là, donc je n'aurai pas d'ombrage là, donc lui n'est pas gênant. Vous voyez que lui, il paraît être là, gênant, mais il peut ne pas être gênant. Donc le diagramme est le meilleur outil pour savoir si j'aurai un obstacle gênant ou pas. Dans ce module, par exemple, orienté totalement sud, vers dans un pays du nord et pas de l'hémisphère nord, c'est bon, puisque le soleil ne viendra jamais du nord pour créer de l'ombrage là-bas. Bon, et aussi éviter que les oiseaux se posent régulièrement sur des modules. Mais c'est vrai que ce n'est pas totalement facile à éviter. C'est mieux encore de bien prévoir ces câbles pour les anti-retours parce que vous ne pouvez pas éviter que les pigeons se posent sur les modules solaires. C'est toujours mieux de prévoir, de bien dimensionner ces câbles, de sorte que quand les pigeons vont se poser là, les câbles et les fusibles vont faire leur travail. D'accord, merci. Nous avons une fois de plus une question d'Emmanuel. Il veut savoir si l'ajout d'un système de suivi solaire type Cracker ou héliostat permet de résoudre les problèmes d'éclaircissement non homogènes. Bon, la rotation permet juste de pouvoir suivre le soleil et maintenir la production stable, en fait optimale. Bon, maintenant, à savoir si le fait que ça rote, ça peut permettre de résoudre, on peut empêcher l'ombrage, je ne pense pas, puisque les deux thèmes ne sont pas liés. Le fait qu'ils soient en train de roter et que l'ombrage est placé là. Un ombrage placé là pendant qu'il rote peut être un obstacle, peut toujours être un obstacle au module solaire qui est en train de roter. Donc, pour ma part, le module solaire qui rote suit la même règle que ceux qui sont fixes. Parce que l'ombrage qui est autour, c'est un ombrage par rapport au soleil qui arrive sur le module. Je crois et il recevra toujours la même quantité de poussière. Donc, s'il y a la neige, c'est pas parce qu'il route qu'il ne recevra pas de la neige. Donc, je crois que ça rejoindra la même théorie des modules solaires fixes. D'accord, merci Arnaud. Nous avons une question de Souleymane. Est-ce que le manque d'entretien des panneaux peut-il influencer sur la protection de l'énergie solaire? Je crois que vous avez déjà épilogué là-dessus. Vous avez répondu à cette question, je crois bien. Ouais. Nous passons encore à une question d'Emmanuel. Pour la question sur la neige, pouvez-vous utiliser une raclette ou un balai à poils souple et doux? Surtout ne pas utiliser de l'eau. En fait, il est en train de répondre, je me rends compte.
Surtout ne pas utiliser de l'eau chaude. Le choc thermique Ouais. pourrait fissurer les panneaux. À défaut, contacter un professionnel. Merci. En fait, c'était un Ouais. ajout à la réponse. Merci. Ok, d'accord, Ensuite, merci, merci. nous avons une question de Abdou Beye. Comment identifier un panneau solaire de bonne qualité? Identifier un panneau solaire de bonne qualité de façon physique, c'est vrai que sur le marché, vraiment, cette question-là a sa place parce que je serais amené à dire, vérifier que vous avez sur le dos du module solaire la plaque signalétique de la norme utilisée et en fait, du standard utilisé. Mais je me rends compte aussi par expérience que même les modules solaires, en fait, qu'il y a les imitations. On vous plaque cette norme-là, pourtant, effectivement, ça n'a pas, le module solaire n'est pas passé par cette norme-là. Quand vous le voyez clairement, vous pouvez déduire qu'il n'est pas passé par cette norme-là et que c'est juste de l'imitation et c'est du faux. Donc, je pense que de façon très simple, physiquement, si vous voulez identifier qu'il est de bonne qualité, regardez au niveau des bordures. Vous pouvez commencer à regarder un peu les bordures, le matériel avec lequel on a fait les bordures du module. Bon, s'il paraît de très bonne qualité, bon, je ne sais pas si on pourrait dire s'il est aussi lourd, ça peut déjà être des signes. Bon, mais c'est toujours mieux un professionnel. C'est toujours mieux que ce soit un professionnel qui le fasse parce que un profane ne pourrait pas facilement voir ces signes distinctifs parce qu'à habitude, donc, quand vous voyez la bonne qualité, vous pourrez voir que ça a été très bien fait. Les jonctions au niveau des collecteurs qui sont sur le module sont propres. Les bordures vraiment sont très bien faites. Et quand vous tournez même le module, quand vous regardez la boîte, la façon dont on a protégé la boîte, ça a été très bien protégé avec les joints d'étanchéité. Tout est là vraiment. Et quand vous regardez, quand vous ouvrez même la boîte ne s'ouvre pas très facilement et vraiment, vous voyez tout le sérieux avec lequel on a fait le module. Et je me suis amusé à faire une comparaison. Je me suis amusé à faire un peu cette comparaison sur le poids. Quand vous prenez un module de 70 watts qui a respecté toutes ces normes-là et vous prenez un module de 100 watts qui n'est pas passé, que visiblement n'est pas passé par toutes ces normes-là, j'ai essayé de comparer les poids. Bon, je ne sais pas si c'est un critère, mais bon, je le dis aussi par expérience. J'ai essayé de comparer un peu les poids. Je me suis rendu compte que celui qui est passé par cette norme-là pesait un peu plus parce que quand vous voyez même seulement les bordures, là, vous sentez que le matériel avec lequel on a fait est vraiment consistant. Donc, voilà à peu près les éléments techniques physiques par expérience que moi j'utilise pour pouvoir m'orienter. Parce que si on s'en tient seulement à la notice qui est sur ça, véritablement, vous pourrez faire fausse route. Parce que même les imitations mettent tous ces normes là-dedans, là-dessus. Bon, je crois que c'est là, je crois que j'ai. Ouais, nous continuons avec une question de Ranen. Il demande sur quel site internet on peut trouver les degrés d'ensoleillement dans chaque pays. C'est vrai que personnellement, j'ai fouillé pendant longtemps. J'ai fouillé. Quand vous fouillez un peu sur Internet, vous trouvez beaucoup plus les diagrammes européens parce que ça a été beaucoup travaillé. Mais je crois pouvoir aussi trouver sur PVGIS Afrique. Sur PVGIS Afrique, vous pouvez aussi en trouver là-bas. C'est vrai qu'il faut aller un peu plus loin dans la recherche, mais aller un peu sur PVGIS Afrique. Je pense avoir souvent tiré des parcours du soleil sur ce site-là. Bon, je crois qu'on pourra en trouver sur PVGIS, mais un diagramme très détaillé, c'est généralement dans les logiciels. C'est les logiciels qui vous les donnent. Beaucoup plus de logiciels. D'accord. Nous continuons avec la question de Mamadou. Oui, il a répondu merci. Ouais. Donc, la question suivante est celle de Mamadou. Quel type de kit à outils pour vérifier la qualité des équipements? Pour vérifier les outils, effectivement, généralement, les outils pour mieux vérifier, c'est en laboratoire. Mais sur le chantier comme ça, là, ce n'est pas toujours évident de vérifier parce qu'il faut
il y a des appareils effectivement pour ça, pour permettre de voir si le courant de court-circuit correspond à ce qui a été indiqué, le courant, les tensions circuit ouvert correspondent à tout ce qui a été indiqué, la puissance max correspond à tout ce qui est indiqué. C'est beaucoup plus en situation de laboratoire que vous pouvez faire ces vérifications-là. Effectivement, il y a des kits pour vérifier ça, mais c'est des kits vraiment très chers. C'est des kits vraiment très chers. Sur Internet, vous pouvez taper, vous allez en trouver. Il y en a qui permettent de pouvoir authentifier les valeurs que vous lisez, que vous êtes en train de lire sur la plaque et effectivement les valeurs que le module solaire est en train de transmettre. Mais il faut que vous vous situez en position de laboratoire, sinon vous n'aurez pas les mêmes valeurs parce qu'il faut un éclairement qui correspond à 1000 watts par mètre carré, comme on l'a testé au laboratoire. Donc, parce que si vous le faites et que vous n'avez pas cet éclairement-là, ne vous attendez pas à ces résultats-là. Et vous pourrez croire que le module solaire est faux, pourtant il est bon. Et c'est juste que vous n'avez pas fourni l'éclairement qu'il faut pour pouvoir faire toutes ces mesures de laboratoire. Donc, vous pouvez bien faire ces tests-là. Et comme je l'ai dit, rassurez-vous que vous avez envoyé l'éclairement qui correspond à 1000 watts suivant la norme NTC et à 800 watts suivant la norme NOTC. Donc, je crois qu'à partir de là, vous pourrez faire ces tests-là. Mais sur le chantier, ce n'est pas toujours évident. C'est mieux de l'envoyer en laboratoire pour ces tests-là, pour authentifier un module solaire. D'accord, merci Arnaud. Nous avons encore 3 questions. Je ne sais pas si vous voulez prendre un verre d'eau avant qu'on continue. Non, ça va, je suis habitué, c'est bon. Allez, on peut y aller. Bon, la prochaine question est de Douro. Dans quelle pratique est-ce que le type, non, dans la pratique, est-ce le type de panneau polycristallin mono joue sur le risque de points chauds dû aux ombrages? Oui. Bon, je ne dirais pas polycristallin et mono, je dirais plutôt poly, mono et amorphe. Parce que amorphe, lui, il a une technologie un peu différente. Donc, lui, il est moins susceptible à ces problèmes d'ombrage. Donc, c'est plutôt amorphe. Les modules solaires amorphes, véritablement, n'ont pas trop ce problème-là. Parce que leur configuration, c'est pas la même que les poly et les monos. Donc, effectivement, le choix aussi, le choix de la technologie plutôt amorphe peut contrecarrer. Mais quand vous choisissez amorphe, vous avez aussi moins de puissance. Moins de puissance. Quand je vois tourner un système de pompage solaire avec les amorphes, le rendement ne sera pas très bon. C'est beaucoup plus poly ou mono qui va pouvoir démarrer les pompes parce que le courant est assez élevé. Donc, la contrepartie, effectivement, c'est qu'on peut utiliser les amorphes. Les amorphes n'en sont moins sensibles aux ombrages. Mais bon, pour quelle fin, comme je le disais tantôt. Merci. La prochaine question est de Franck Chemac. Est-ce que l'effet de l'ombrage est instantané? L'effet de l'ombrage n'est pas toujours instantané. Bon, mais je pourrais me justifier en utilisant ce diagramme-ci. Vous voyez que le temps de parcours, si vous généralement, lorsque nous sommes en plein soleil, lorsque la radiation est assez élevée, lorsque l'irradiation est assez élevée, et que le courant qui pompe dans ce circuit est assez grand, alors là, il y aura retour du courant dans cette branche-là. Donc, c'est juste le temps de parcours de ce courant-là où vous aurez ça. Donc, généralement, c'est entre 10h, 10h, 14h, lorsque vous avez un fort ensoleillement, que vous pourrez voir ça de façon instantanée parce qu'à ce moment, le courant est en train de vraiment pomper dans les câbles. Donc, du coup, la vitesse de parcours peut directement vous faire ça. Moi, par exemple, dans les installations où j'ai fait, bon, je n'ai pas pu, c'est lorsque le client s'est plaint que je suis allé voir et j'avais constaté ce problème-là. Donc, comme c'est un phénomène qui se passe généralement sur les toits ou sur des zones entièrement fermées, c'est lorsqu'il y a des plaines que vous pourrez facilement voir. Mais bon, c'est assez instantané. Ça pourrait être instantané lorsque le courant est assez élevé. Ça peut aller vite. Merci. J'espère que Franck est satisfait de la réponse. Nous avons ensuite une question de Mamadou qui revient. En cas de période prolongée sans soleil, est-ce que cela peut causer des dégâts énoncés dans le webinaire? Si vous avez mis vos diodes, si vous avez protégé, vous avez mis vos câbles,
vous n'avez pas de problème. En fait, lorsqu'il y a même ombrage total, je pourrais dire même qu'il y a moins de problèmes parce que l'ombrage total a couvert tout le monde. Tout le monde est couvert, tout le monde débite le même niveau de courant, donc c'est tout le monde à ce moment. Donc, l'ombrage total est moins dangereux qu'un ombrage partiel. Parce que l'ombrage total, tout le monde est fermé. Et quand tout le monde est fermé, la production a baissé. Donc, la tentative pour un string d'aller vers un autre string est assez faible. Parce que le courant est en train d'aller dans le même sens. Bon, c'est un cas d'ombrage partiel, parce que certains strings pompent plus qu'un autre string, que le dégât est visible. Donc, vraiment, si le soleil est nuageux, je crois pas. En fait, les conséquences sont moindres puisque c'est tout le monde qui est couvert. Ok, Mamadou veut encore savoir, est-ce que le système énergie solaire peut être vulnérable au tonnerre, surtout en zone rurale? Oui, il faut bien le dire. Il y a surtout parce que on les place généralement en altitude et vous voyez par exemple les systèmes SPIS sont placés dans les champs, là où vous avez des arbres autour. Et quand il y a arbres, véritablement, le système devient assez vulnérable, vraiment très vulnérable. Donc, c'est pour ça qu'il est conseillé d'utiliser des parafoudres sur les systèmes à énergie solaire. Et surtout, même sur les systèmes SPIS, c'est important, c'est très capital d'y joindre les parafoudres, puisque c'est dans les champs, c'est à côté des arbres que ces systèmes sont généralement placés. Donc, prévoir, puisqu'on ne peut pas, on peut pas prévoir la foudre, c'est toujours mieux de prévoir le parafoudre. Mais la particularité technique aussi qu'il faut mettre sur le parafoudre, c'est que si la terre n'est pas bien réalisée, alors là, vous n'avez pas de protection. Généralement, ce que techniquement on fait, c'est qu'on achète tous ces équipements-là, mais la terre n'a pas été bien effectuée dans les normes. Donc, et du coup, on est surpris de voir que même avec le parafoudre, l'ombrage a frappé sur les modules et les modules ont éclaté. Donc, généralement, très souvent, c'est qu'on a installé des parafoudres, mais la terre n'a pas respecté la norme. La terre n'a pas respecté la norme pour que la foudre puisse s'écouler vers le sol. Donc, effectivement, pour répondre effectivement à la question, les systèmes sont vulnérables. Les systèmes SPIS sont assez vulnérables parce qu'ils sont placés dans les champs. D'accord, c'était là la dernière question et merci pour vos réponses. J'espère que les participants sont également satisfaits des réponses. De ce fait, je vais passer la parole à Dick pour la continuité. Bon, aujourd'hui, je vais dire un très grand merci à Arnaud. Je suis complètement d'accord avec Arnaud, avec l'importance des ombrages et la mauvaise performance. Une fois au Kenya, j'ai regardé un système SPIS et l'agriculteur m'a dit, bon, vous voyez, la pompe fonctionne parfaitement, mais chaque jour à 1 heure, la pompe s'arrête et je ne sais pas pourquoi. Et on a regardé l'environnement et on a vu que c'était bien clair qu'il y avait les arbres qui et l'ombrage était sur les panneaux, c'était bien clair. Alors, c'est dommage que beaucoup des installateurs apparemment ne sont pas au courant avec ce que Arnaud nous a dit aujourd'hui. Et je crois que c'était vraiment important. Nous avons obtenu une leçon vraiment très pratique par un vrai expert avec beaucoup d'expérience. Je crois chacun de nous a senti que c'est vraiment une leçon pratique et bien importante. Juste une remarque pour tester le système. Si vous regardez
sur notre cours, le module numéro 3, leçon 4, mise en service. Il y a quelques remarques sur le test d'acceptation, ce qu'on peut faire. Les instruments ne doivent pas être trop compliqués et trop chers. Peut-être pendant le cours, on peut parler sur cette test d'acceptation une autre fois. Encore, merci pour les participants, pour votre participance. Merci à Estelle pour gérer très bien toutes les questions, c'était beaucoup. Merci beaucoup pour Arnaud. Vraiment, c'était vraiment un bon webinaire. Et tous les participants, bonne continuation du cours. Nous allons nous voir la semaine prochaine, même heure. Et bon, salutations à tous. Merci. À la prochaine semaine.